Téléspectateurs de Vendée TV, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur votre émission, votre plateau Entretien Brut. Le plateau sur lequel on fait un décryptage de l'actualité nationale, régionale, internationale. On regarde qu'est-ce qui se passe pour la nation. On va essayer de donner une certaine visibilité à ce sujet avec un invité sur ce plateau. Vous le savez très bien, je suis très souvent accompagnée des confrères ou une consoeur. Pour aujourd'hui, ce sera une consoeur. Il s'agit de Madame Assetou Diarra. Assetou Diarra, journaliste, reporter à Nouvelles du Mali. Assetou, bonjour. Bonjour Halima. Ça va? Et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis Vendée TV, ici et la diaspora. Ça va? Ça tient quand même? Oui, ça va. Tout doux. Tout doux, mais bon, on fait avec. On tient le cap, on informe. C'est ça. On essaie de donner quand même des pistes qui vont permettre à ce que les gens puissent se retrouver dans l'information brute et sans désinformation. Sans filtre. Brut, c'est pas brutalité, c'est plutôt sans filtre. Hein. Et on tient quand même à le préciser, hein, parce que des gens m'interpellent souvent en essayant de comprendre c'est quoi brut. Aujourd'hui, on a besoin de douceur. Oui, mais il s'agit pas de ça. Notre invité aujourd'hui sur ce plateau est Dr Jean-François-Marie Camara. Il est enseignant-chercheur en sciences politiques à la faculté des sciences administratives et politiques. Docteur Camara, bonjour. Bonjour, madame. Ça va? Ça va très bien. Bienvenue sur ce plateau. Merci pour cette opportunité. Et surtout, merci de vous rendre disponible. Merci. Vous allez davantage nous éclairer sur les constitutions. Voilà, c'est un sujet qu'on aimerait bien aborder. Il est un sujet d'actualité, je rappelle ici. À nos téléspectateurs, sans plus tarder, nous allons prendre notre premier sujet, premier dossier, comme on aime si bien le dire sur ce plateau. Il s'agit de les attaques terroristes dont le Mali a une recrudescence ces derniers temps, et aussi parlons un petit peu de la sécurité. Ah, c'est tout. Ben oui, il faut quand même le reconnaître que ces temps-ci, le Mali a été beaucoup médiatisé de par le monde, dû notamment à la situation d'insécurité que nous connaissons. Il faut quand même rappeler que le dernier camp qui avait vraiment fait autant de bruit, c'était en septembre 2024 avec la gendarmerie au niveau de Faladier et aussi au niveau de l'aéroport. On a été vraiment surpris ces dernières semaines de voir plusieurs attaques successives de camps militaires au Mali et qui après se sont couronnées par des couvre-feux dans des villes, à Ségou, au centre, à Tombouctou, après les attaques de Douara, c'était le 23 mai 2025 récemment, et après un jour, le 1er juin, le 2 juin, 1er juin à Bolkessi, et encore le 2 juin à Tombouctou. Donc vraiment, ça a amené beaucoup de tensions, et finalement, on a aussi appris à travers les médias que Wagner devrait quitter le Mali, laisser la place à Africa Corps. Donc tout ça, bien sûr, ravive la situation. C'est des tensions, c'est de la manipulation de l'information aussi, quelque part pour déstabiliser, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que ce soit du côté groupe armé ou côté militaire. Mais il faut rester vigilant, et surtout, on salue aussi l'effort de nos forces de l'ordre qui ne cessent pas d'attaquer aussi, de contre-attaquer pour sécuriser les populations. Le Mali est vaste, c'est sûr. De toutes les manières, le combat au retour de la sécurité, de l'intégrité du territoire malien, c'est quelque chose qui va prendre son temps, sur lequel il va falloir beaucoup travailler, parce que n'oublions pas que ces attaques aussi sont intervenues quelques semaines après le fait que Camara, le colonel d'armes Camara, Sadio Camara, ait quitté Kidal justement pour pousser exactement. Donc tout cela sont quelque part un peu liés. Ces groupes armés essaient encore de montrer qu'ils sont puissants, qu'ils peuvent mener des actions et qui vont essayer aussi de pas se laisser faire. Mais de l'autre côté, c'est pas évident. Ça, c'est vraiment une situation à surveiller de très près. D'autant plus que ce qui est en jeu, c'est le Mali.
Et ce sont les Maliens. Surtout que certains spécialistes, ils reviennent là-dessus. C'est quand même pour refaire un peu l'histoire de tout ça, c'est des zones hypersensibles. Hein. Le temps du feu président Ibrahim Boubacar Keïta, c'était surtout ces mêmes zones, et qui se souviennent bien, ils s'étaient quand même déplacés jusqu'à ces zones pour soutenir ces populations dans les zones. Il y a beaucoup de déplacés, il y a énormément de déplacés. Et ils ne sont pas totalement revenus. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que c'est une période sur laquelle, je ne sais pas, les Maliens doivent évidemment garder certaines attitudes, parce que c'est surtout ça qu'il s'agit. L'insécurité, les attaques terroristes au Mali sont connues. Il y a non seulement beaucoup de réfugiés, mais en plus de cela, il y a aussi le fait que les groupes armés arrivent à avoir des populations. C'est-à-dire que ils signent des contrats, ils signent des partenariats, ils signent même des redevances avec ces groupes armés pour que ces derniers puissent finalement asseoir, entre guillemets, leur propre État. Donc, c'est effectivement la situation qui se répète. Je me rappelle à Conan, il y a du temps de Ibeka où, ouais, il y avait beaucoup de tensions, mais c'est à peu près la même situation, surtout que aussi, il y a des attaques aussi au niveau des frontières, que ce soit le Bénin, que ce soit, on a été surpris de le voir aussi le cas du Sénégal avec la frontière avec le Sénégal. Donc, quelque part, ils veulent vraiment s'accaparer carrément une partie. Mais les populations doivent non seulement rester vigilantes, mais elles doivent aussi appuyer les forces de l'ordre en matière d'information, en matière de regard, de faire attention à ce qui se passe. Et ça, ce n'est pas que seulement au centre ou bien au nord, ça c'est vraiment l'intégralité du Mali. Parce que oui, c'est un peu partout. C'est aussi au niveau de Kita, c'est un peu partout. Donc ces attaques se passent un peu partout au Mali. La vigilance doit être de rigueur. Il faut aussi soutenir non seulement les actions que mènent les forces de sécurité, mais il faut être aussi vigilant parce que quelque part, il y a beaucoup d'infiltrations qui se passent par-ci, par-là, parce que l'attaque ne peut pas se faire comme ça. Il y a une préparation derrière. Donc, les populations ont vraiment un grand rôle à jouer et aussi ne pas démoraliser, ne pas être acteur à contribuer à la propagande, à véhiculer des images qui auront tendance à plutôt rabaisser le moral des troupes, ainsi de suite. Donc, la population aussi a beaucoup de rôle à jouer dans tout ça. Assez rapidement, en tout cas, les FAMA, les forces armées maliennes, sont vraiment à féliciter. Et je pense que c'est sûr, même d'ailleurs, que l'ensemble des populations les soutiennent et compatissent aux douleurs des familles où il y a eu des pertes. Je me retourne vers Docteur Camara, voilà, docteur en sciences politiques. Voilà, sciences politiques, c'est un regard sur tout. En principe, le Mali, on peut dire, entre guillemets, il y a eu la reconquête de Kidal, ça a été un bon point. Quel regard avez-vous par rapport à ces attaques terroristes et notamment à l'insécurité grandissante dernièrement un peu plus au Mali? Alors, je vous remercie de votre question. J'aborde dans le même sens que comment on appelle Madame Assetou Diarra. Madame Assetou Diarra qui a parfaitement bien résumé la situation. Alors, il faut rappeler depuis 2012 que le Mali traverse une crise multidimensionnelle. Ce n'est pas que le Mali, c'est pratiquement tous les États du Sahel qui se trouvent dans cette situation d'insécurité due du fait que des groupes armés, des groupes terroristes se sont installés depuis pratiquement 2 décennies dans le Sahel, qui n'ont pas d'autre ambition que de semer la terreur à nos populations. Maintenant, il faut rappeler aussi que les différentes stratégies mises en place par les différents gouvernants dans le Sahel, que ce soit au Mali, au Burkina, au Niger, n'ont pas été aussi des stratégies concluantes, c'est-à-dire des stratégies permettant de lutter efficacement contre le terrorisme. Parce que si aujourd'hui on essaie de faire le compte, le bilan, vous allez voir que toujours, aujourd'hui, l'insécurité aujourd'hui au Mali a augmenté, plus augmenté, parce que les dernières nouvelles nous disent qu'il y a des grandes villes, notamment la région de Ségou, Sikasso, Tombouctou sont sous couvre-feu. Bon, quand vous regardez même l'histoire politique du Mali, des questions relatives à la sécurité, je ne dirais pas que ça n'a pas été, mais c'est inédit qu'on nous dit que les 3 grandes villes de notre pays sont sous couvre-feu. C'est-à-dire que tout simplement que le danger est très éminent, que l'insécurité est, comme on appelle, d'actualité au Mali. Donc je dirais surtout aujourd'hui que la question n'est pas surtout d'analyser
ce qui s'est passé ou de rappeler seulement ce qui s'est passé depuis plus de 2 décennies au Mali, mais c'est de se poser la question, est-ce qu'on a pris de bonnes décisions pour faire face à ces différentes attaques qui se passent dans le Sahel? Je dirais oui et non, parce que oui, sur certains plans, par rapport aux questions relatives au rééquipement de l'armée, les questions relatives à la réorganisation de l'armée, je ne dirais pas, comme les gens le disent dans les différents discours, dans les rues, que l'armée monte en puissance. Je ne vais pas m'inscrire dans cette dynamique, mais je dirais plutôt que la capacité de notre armée a augmenté du point de vue équipement, du point de vue effectif. Mais je pense que la réponse au Mali à la lutte contre le terrorisme ne doit pas être seulement militaire. Je l'ai dit partout, que ce soit ici, sur votre plateau, que ce soit dans les journaux, que ce soit dans les médias internationaux. Je pense qu'aujourd'hui, on doit essayer de changer de paradigme. Ce paradigme doit être quoi, à mon sens? Ça doit être axé sur le dialogue. De savoir dans quelle mesure nous pourrons dialoguer avec les vrais acteurs. Parce que les gens vont encore rétorquer que oui, M. Camara, on a essayé les dialogues. L'accord de Tamaracet 1987, l'accord du processus d'Alger 95, que pourquoi ces dialogues-là n'ont pas été concluants. Je dirais toujours qu'on n'a jamais su discuter avec les vrais acteurs. Aujourd'hui, les vrais acteurs sont connus déjà. On a nos concitoyens qui ont décidé de prendre les armes, qui sont considérés, qui sont sur toutes les listes des terroristes, que je ne vais pas citer leurs noms ici, mais vous savez déjà, il s'agit des personnes que vous connaissez, vous et moi. Je pense qu'aujourd'hui, je ne dirais pas que l'État ne doit pas réarmer, il faut réarmer, mais il faut essayer de voir dans quelle mesure nous pourrons discuter avec certaines personnes. Et aussi de dire aussi qu'il y a plusieurs formes d'insécurité. L'insécurité n'est pas que militaire, l'insécurité n'est pas que la lutte contre l'insécurité n'est pas que le réarmement de l'armée. J'ai toujours dit encore souvent qu'il faut revoir la question de gouvernance de notre État. C'est-à-dire, depuis l'indépendance à nos jours, on a hérité un État issu de la colonisation française. Le modèle d'État que nous voulons est un modèle calqué sur le modèle français, c'est-à-dire un pouvoir central fort, organisé par le mode de gouvernance qu'on appelle la décentralisation ou la déconcentration aujourd'hui. Cela veut dire tout simplement que on devrait accepter de redistribuer les ressources de façon égalitaire entre les régions. Quand vous regardez aujourd'hui au Mali, vous allez voir les zones de conflit au Mali, ce sont les zones les plus pauvres du point de vue statistique, du point de vue économique. Donc ça permet, ce sont les zones propices à l'installation des groupes terroristes et des groupes djihadistes. Donc je pense que les questions relatives à la justice, les questions relatives au développement, les questions relatives à la gouvernance locale doivent être des questions mises sur la table des gouvernants actuels au Mali. D'accord, merci beaucoup d'avoir donné cet éclaircissement. C'est vrai, docteur Camara l'a dit, je pense que c'est connu, il y a eu des réflexions là-dessus, comment le Mali a pu être infiltré ou les groupes terroristes ont vraiment pu avoir pignon sur rue ici au Mali. C'est justement un peu par rapport à ce terreau fertile. Ça a été un terrain quand même assez fertile pour eux, vu l'inégalité au niveau des régions, vu la forte pauvreté de certaines populations dans ces régions-là. Mais ce qui inquiète un petit peu les analystes récemment, c'est par rapport à Ségou. Et Ségou, c'est aux portes de Bamako, docteur Camara. Exactement. C'est encore, ça dénote ce que j'avais dit au départ, que l'insécurité est grandissante dans notre pays et ça peut gagner d'autres pays États de la sous-région qui ne sont pas dans le Sahel, notamment la Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on parle que la région de Ségou est sous couvre-feu, ça doit interpeller les citoyens maliens que le danger est imminent. Aujourd'hui, qu'on doit essayer de voir dans quelle mesure nous pourrons changer de stratégie et dans quelle mesure, je réitère ce que j'avais dit encore, nous pourrons dialoguer avec les vrais acteurs pour voir pourquoi certains ont décidé de prendre des armes. Parce qu'on n'a jamais traité cette question-là. Parce qu'en sciences politiques, on nous dit très souvent que il faut jamais répondre à une question si vous n'avez pas la réponse sur la genèse, les sources ou l'origine. Je pense que est-ce qu'on a posé suffisamment de questions pourquoi certaines personnes, ils ne sont pas tous des Maliens et des terroristes. Je la rappelle, il y a des gens qui sont venus partout, il y a d'autres même qui sont venus de l'Irak, de l'Afghanistan, de la Syrie, ou d'autres États de la sous-région. De la Libye surtout, qui est très connu. Oui, mais il y a nos concitoyens qui en font partie. Donc il faut voir dans quelle mesure nos concitoyens ont accepté de gagner de ces camps.
des camps de ces terroristes-là, est-ce que réellement il n'y a pas un véritable problème à la base relatif à la gouvernance, relatif à la justice? Parce que j'ai toujours rappelé que ce soit ici dans les Alpes, quand le Mali est une république, c'est très important de rappeler aux téléspectateurs, les gens qui nous écoutent au Mali à travers votre média, ici au Mali ou ailleurs, que le Mali est une république et c'est très important. La république veut dire tout simplement que les hommes et les femmes sont égaux au Mali. On ne vient pas au pouvoir au Mali de façon héréditaire parce que votre père était président ou votre mère était la princesse du pays. Non, on ne vient par la voie des îles. Donc cette égalité au Mali, est-ce qu'elle est respectée sur le plan? Et encore, on dit que quand on est une république, ça veut dire tout simplement qu'on doit être gouverné par des casquettes. La justice, une justice égalitaire et intemporelle, et la compétence. C'est-à-dire, ce sont les gens compétents qui ont leur place dans la gouvernance de l'État. Donc, est-ce que sur le plan national, par rapport à cette question de compétence et de justice, est-ce que cette justice-là, est-ce qu'elle est ouverte pour tous les citoyens maliens? Est-ce que la compétence est mise en avant par rapport au mode de recrutement dans les différentes structures au Mali? Donc, toutes ces questions-là, ces facteurs-là rentrent en ligne de compte, peuvent être des sources de soulèvement ou peuvent être des sources de rébellion. Je pense qu'aujourd'hui, on doit s'inscrire dans une dynamique de retrouver un État qui ne portera que deux casquettes, la justice pour tous et la compétence pour être au devant ou pour être dans les différents services publics. Donc je pense que ça doit être le credo du gouvernement actuel au Mali. C'est vrai que très souvent, il a été dit, surtout qu'il fallait avoir une approche de médiation, une approche de dialogue et tout. Et finalement, une partie des Maliens aussi ont fait comprendre que il y en avait assez des dialogues, tous ces forats sans fin où on demandait à avoir des dialogues, des accords, pas plus tard que le dernier accord, n'a pas pu vraiment être on va dire, vivant. Résoudre le problème et ça a été balayé par un revers quelque part avec le dialogue intermalien. Oui. Il n'y a plus d'accord. On demande aux Maliens de dialoguer entre eux. Est-ce que c'est pas aussi une occasion de se poser la question si réellement on a vraiment dialogué entre Maliens? Est-ce qu'on a vraiment dialogué entre Maliens? C'est tout votre avis par rapport à ça? Mais je pense que c'est même la raison pour laquelle il y a eu le dialogue intermalien et qui s'est poursuivi après par la charte de paix et de cohésion. C'est que quelque part c'est ça qui est demandé. Parce qu'à un moment donné, oui, comment vous pouvez parler de dialogue dans des zones où il y a de l'insécurité? Souvent c'est pas évident. Quand il y a l'insécurité, il n'y a pas la sécurité alimentaire, il n'y a pas la sécurité physique elle-même, il n'y a pas la justice dont il est en train de parler, il y a rien, il y a que de l'insécurité. Et souvent quand on est face à des situations comme cela, malheureusement, on est prêt à tout. Quand vous dites quelque part que oui, pourquoi certains Maliens, oui, mais même si on n'a pas débattu de cela, il me semble quand même évident que quand on n'a pas d'emploi, on n'a pas à manger, on n'a pas d'autres ressources, on n'a pas d'autres gouvernance locale en face de soi, à qui même on peut aller se plaindre. Il en va de soi que souvent on se contente de ce qu'on a. C'est ça qu'on dit souvent ici au Mali, quand on n'a pas les seins de sa maman, on se contente de ceux de sa grand-mère. Docteur Camara vient aussi de souligner un fait, il faut un vrai dialogue. Je retiens ce qu'il a pu dire aussi en disant avec les acteurs. Les acteurs sont connus. Le dialogue intermalien est terminé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut revenir sur la table des discussions encore une fois, docteur? Exactement. Par exemple, on a parlé de dialogue intermalien. Quand on dit dialogue intermalien, ça veut dire qu'il faut parler avec tout le monde, tous les Maliens qui soient ici sur le plan national, qui soient en exil. Il y a certains qui sont en exil, qui ont leur mot à dire par rapport à la gouvernance actuelle, qui n'ont pas été associés. Il y a certains aussi qui sont en prison, des prisonniers d'opinion. Je ne parle pas de tous les prisonniers, je parle des prisonniers d'opinion. Donc, qui n'ont pas été associés. Donc, toutes ces questions, et certains aussi ont décidé de prendre des armes qui sont considérées aujourd'hui comme des terroristes, n'ont pas été associés. Donc, toutes ces questions-là, je me pose, est-ce que réellement on a véritablement dialogué avec les Maliens? C'est pour ça que je parle des vrais acteurs. Les vrais acteurs sont des gens qui ont été impliqués à la gouvernance au Mali, qui sont en exil, ou d'autres sont en prison à cause de leur opinion politique ou autre, ou il y a d'autres aussi qui sont en exil.
Ou sur le plan national, il y a d'autres qui ont décidé tout seulement de se taire parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la gouvernance actuelle. Donc, il faut associer toutes ces personnes-là pour que nous puissions avoir un dialogue franc, un dialogue intermalien. Donc, il ne s'agit pas seulement de se dire que, voilà, que à partir de 1991, il y a ce qu'on appelle la conférence nationale, après la chute du régime dictatorial du président Moussa Traoré, qui a permis au Mali d'avoir une nouvelle constitution basée sur le multipartisme, la constitution du 25 février 1992. Donc, c'est à l'heure de dire tout simplement qu'à chaque fois qu'on a dialogué avec les vrais acteurs, ça aboutit à quelque chose de concluant. Donc, je pense aujourd'hui qu'il faut revoir la notion de dialogue au Mali quand ça vient du gouvernement actuel. La vraie notion, qu'est-ce que le gouvernement actuel a compris, la vraie notion de dialoguer avec de faire un dialogue intermalien. Donc, un dialogue intermalien, à mon sens, veut dire tout simplement que ça implique des gens qui ont participé à la gouvernance des régimes passés, qui sont en exil, ou d'autres qui sont en prison, ou d'autres qui ont décidé de se taire, ou d'autres qui aspirent de participer à la gouvernance du Mali. Donc, ou d'autres qui ont pris des armes. Donc, toutes ces personnes, tous ces gens-là doivent participer à ces dialogues-là, qui peut aboutir à la consolidation de notre système de gouvernance. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, pour ce chapitre d'insécurité, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est la cohésion avec les Maliens, que les Maliens soient assez vigilants, je crois. Tout à fait, et aussi qu'on puisse réellement être sur l'intégralité de la couverture du territoire malien. Parce que c'est aussi ça. Tant qu'il n'y a pas la présence militaire partout, vous avez beau vouloir dénoncer, à un moment donné, vous êtes exposé aussi. Donc, il faudrait quand même qu'on arrive à un niveau où on puisse être réellement présent partout au Mali. D'accord, merci beaucoup. On va suivre ça de très très près. Voilà, ce sujet-là. On va aller à notre deuxième sujet. Il s'agit notamment, encore une fois, c'est revenu dans nos discussions depuis en introduction, la commission de rédaction de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale mène des travaux depuis plusieurs mois maintenant. C'est presque à la fin. Assez tôt, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Dis-nous, on dirait même, dis-nous tout. Non, mais je pense que ça vient à point nommé parce que justement, c'est la continuité du débat que nous avons eu tout à l'heure par rapport à l'insécurité. Il s'agit effectivement de cette commission qui a débuté en février 2025, qui a eu des rencontres avec les forces vives de la nation, que ce soit les leaders communautaires, les leaders religieux, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap, voilà, toute cette couche de la population pour essayer de mettre dans un document comment est-ce que les Maliens peuvent s'entendre, vivre dans la cohésion et vivre dans la paix. Je pense qu'il s'agit plus de cela. Nous attendons bien évidemment la remise officielle de ce document, mais ce qui nous interpelle nous en tant que Maliens, c'est comment est-ce que cette charte va se traduire en engagement dans la vie de tous les Maliens. Comment est-ce que nous allons pouvoir traduire ce document-là en actes concrets pour réellement renforcer la paix? Comment faire en sorte que les gens qui ont été victimes de ces situations puissent avoir justice? Comment est-ce que nous allons faire pour ramener toutes ces populations qui ont été blessées, qui ont été déplacées, qui ont subi ces violences à travers tout le Mali? Comment est-ce que nous allons nous accepter? Et enfin, comme il a si bien dit, comment est-ce que nous allons pouvoir déposer ces armes pour enfin construire ce pays? Je pense que c'est tout ça qui est attendu de cette charte. Et si, bien évidemment, elle a été entachée par moment par la dissolution des partis politiques qui n'avaient rien à voir avec, en réalité, la raison de cette charte-là, il faut quand même saluer le fait de vouloir toujours ramener le problème au dialogue, à l'entente et à la cohésion. D'accord, il faut rappeler que la charte, est divisée dans un préambule, va avoir déjà, je pense que les travaux sont bien avancés, 16 titres, 39 chapitres et 105 articles, voilà. Elle va aller sur des valeurs fondamentales telles que l'autorité parentale, la loyauté, le patriotisme, le travail, voilà, tant d'autres.
Elle a pour but de renforcer la paix, la sécurité, la cohésion sociale, le vivre ensemble, l'unité nationale. Docteur Camara, votre regard par rapport à tout ça? Alors, comme dit l'adage, on ne peut pas changer le monde par un décret. La charte, donc il faudrait... On ne peut pas changer le monde par un décret. Par un décret. On ne peut pas changer le monde par une décision. D'accord. Voilà, donc il faudrait que les uns et les autres comprennent que le changement qui va nous permettre d'aller vers cette cohésion sociale, et ce changement-là est comportemental. Il faut que chacun accepte de se soumettre. Parce que quand on parle de la gouvernance d'un État, un État démocratique, entre guillemets, ça veut dire tout simplement que nous sommes dans ce qu'on appelle une gouvernance, nous sommes ce qu'on appelle la domination légale rationnelle, parce qu'on est gouverné par une constitution. Cela veut dire tout simplement que le peuple malien ou tous les citoyens maliens ont accepté de se soumettre. Alors si vous mettez en place une charte dont les rédacteurs ou les acteurs ou les initiateurs ne sont pas prêts à respecter le contenu, le contenant de ces chartes, donc je pense que ça va être difficile pour les autres de suivre le respect de ce document. Donc je pense que le changement dans un État ne doit pas seulement se limiter aux dispositions ou aux discours, mais ça doit être comportemental. C'est-à-dire tout simplement que chacun d'entre nous doit accepter de respecter les principes sacro-saints de notre État. À partir de cette charte-là, la charte viendra renforcer si on acceptait d'abord les dispositions déjà qui sont en vigueur, qui sont la Constitution, les lois et les autres dispositions juridiques. Donc tout va de là. Donc changement de comportement d'abord, je me répète, d'abord ça c'est l'élément fondamental, changement de comportement à tous les niveaux, que ce soit au plus haut sommet de l'État, que ce soit dans nos structures publiques et privées, que ce soit dans nos familles, qu'on accepte, nous, Maliens, que le Mali est une république. Il n'y a pas un Malien qui est supérieur à un autre Malien. Il n'y a pas une ethnie qui est supérieure à une autre ethnie. Donc, quand il y a un problème au Mali, ce n'est pas le pouvoir exécutif qui doit... Quand il y a un problème de justice, ce n'est pas le pouvoir exécutif qui doit gérer ces problèmes de justice, mais c'est le juge qui doit se prononcer sur cette question. Cela me permet de rebondir d'autres questions qui sont relatives à la séparation des pouvoirs. Cela aussi est un élément fondamental pour le développement d'un État. Par exemple, très souvent, on a vu que ça c'est pas seulement sous cette transition, depuis le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta, avant même le régime du président Boubacar Keïta, on a vu qu'il y a ce qu'on appelle une confusion des pouvoirs. Cette confusion des pouvoirs veut dire tout simplement que c'est le juge qui doit ordonner que X doit être emprisonné ou X doit être libéré. Donc, il n'appartient pas au pouvoir exécutif de dicter au juge arrêter X ou Y doit être libre. Donc, je pense que toutes ces questions rentrent dans ce facteur qui va donner le sens à ce document si nous acceptons de respecter les initiateurs et d'abord acceptent de respecter le contenu et le contenant de cette charte-là. C'est en ce moment-là que cette charte aura une valeur morale et juridique. Docteur Camara vient de dire cette charte, elle va être assez fluide. Si. J'entendais tellement de si, je ne sais pas compter tout, mais assez tout aujourd'hui. Quels sont, en tant que journaliste, évidemment, quels sont les grands défis? Les grands défis aujourd'hui de cette charte, je pense que ça doit être le souci du Premier ministre, même l'inclusion. Le défi majeur, ça va être vraiment l'inclusion. Faire en sorte que tous les Maliens se retrouvent dans cette charte. Déjà, est-ce qu'elle est, je vais pas dire transparente, mais est-ce qu'elle reflète réellement le besoin de ce qui a été dit à la source? On n'a pas aussi suffisamment d'informations par rapport
réellement au contenu. Parce que moi, jusque-là, je n'ai pas vu réellement le contenu de cette charte-là. Mais est-ce que c'est vraiment, ça reflète vraiment les réalités des populations? Est-ce qu'elle est vraiment inclusive? Est-ce qu'elle tient compte de vraiment de toutes les réalités que nous voyons aujourd'hui, notamment l'insécurité? Et surtout, dans l'application, quels sont les engagements? Parce que quand on parle de réconciliation, on parle de compromis aussi. Donc, quand on parle de compromis, c'est dire je laisse quelque chose et je prends quelque chose. Et de l'autre côté aussi, il faut laisser quelque chose et prendre. Est-ce qu'on est vraiment prêt aussi à cela? Donc, moi, je pense que ça va être vraiment les défis majeurs. Est-ce qu'on est prêt à cela? Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on est prêt à cela? On n'a pas le choix, docteur Camara. Est-ce qu'on a le choix de ne pas intégrer cette charte réellement dans le vivre des Maliens? Oui, bon, je dirais, comme elle a dit, il faut voir dans quel contexte cette charte a été élaborée. Est-ce que les vrais acteurs ont été associés? Par exemple, ceux qui n'ont pas été associés peuvent se dire qu'ils ne reconnaissent pas cette charte-là. Mais je pense que on doit dépassionner tout cela, dire tout seulement quand il s'agit de notre pays, le Mali. Donc, comme elle a dit, il faut souvent aussi des compromis, en défaut de consensus. Comme on le dit, la gouvernance aussi est une affaire de gentleman agreement. Donc, souvent, il faut accepter de mettre un peu d'eau dans notre jus de gingembre ou dans notre djamogoudi, comme le président Tout à fait, dans notre et voilà, donc je pense que voilà, c'est très important. Donc, cette charte peut être un facteur conciliant, seulement si le gouvernement actuel accepte eux-mêmes d'abord de respecter cette charte. Les initiateurs, les vrais initiateurs, et aussi tous les citoyens maliens, quel qu'en soit leur niveau d'implication à la gouvernance de l'État, et ceux qui font partie de la diaspora. Donc ça peut être un élément moteur de cohésion sociale pour le Mali. Vous avez quand même souligné un aspect ici, que cette charte, c'est impératif que les Maliens soient au même pied d'égalité. Aujourd'hui, est-ce le cas ou pas le cas? Une question, je profite. La question de... Oui, est-ce que les Maliens, à vos yeux, sont sur le même pied d'égalité? Du point de vue formel, c'est-à-dire au regard des textes qui nous gouvernent, à commencer par la loi fondamentale, qui est la loi suprême, qui est la Constitution, prévoit l'égalité entre les citoyens. En son article 2, les Maliens naissent égaux en droit et en devoir. La personne humaine est sacrée et inviolable. Donc, si on s'en tient aux dispositions constitutionnelles, c'est-à-dire du point de vue formel, les Maliens sont égaux. Maintenant, si on analyse aussi sur le plan fonctionnel, c'est-à-dire sur le plan pratique, il y a une véritable inégalité sociale, inégalité économique. Parce que quand vous regardez même la question relative au recrutement de la fonction publique, la question relative au mode, j'ai toujours dit le mode que l'un des défis pour notre armée, c'est de revoir le mode de recrutement au sein de notre armée. Ça, c'est pour une meilleure organisation de notre armée, c'est de revoir le mode de recrutement au sein de notre armée. Ça, c'est tous les porteurs, le corps d'armes, que ce soit au sein de la police, au sein de la gendarmerie, revoir. Parce que vous allez voir qu'il y a des Maliens qui aspirent, qui n'ont qu'une seule vocation, c'est d'être des porteurs d'uniforme. Mais sauf qu'ils n'ont pas de soutien. Ils n'ont pas de parents qui peuvent les permettre de devenir des porteurs d'uniforme. Donc je pense qu'il faut organiser des concours au sein de l'armée, et concours transparents, comme le concours d'entrée à l'ENA. Il y a des concours, mais vous demandez plus de transparence. Plus de transparence, qu'on supprime la question des sous-couverts. Pas que au sein de l'armée, même au sein des EPA. Les EPA, les établissements publics à caractère administratif. Donc, je ne peux pas nommer les EPA au Mali, dans lesquels, donc, il suffit seulement que vous ayez des parents qui travaillent là-bas. Donc, il faut revoir toutes ces questions-là, ce qui vous prépare à lutter efficacement contre l'inégalité si vous ne revoyez pas la question sociale et économique. Donc, ce sont les questions de recrutement. Et aussi, je terminerai par ça, il faut recréer les services sociaux de base, madame, monsieur. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les années 70, les années 80, même à la fin des années 90, vous allez voir que au Mali, vous pouvez être sur l'ensemble du territoire du Mali, vous pouvez être de Gao, de Ségou, être parmi les meilleurs bacheliers au Mali.
Mais aujourd'hui, quand on dit que les maires bacheliers au Mali, vous allez voir, ils sont majoritairement issus des lycées de Bamako. Parce que les maires des écoles au Mali, les maires lycées au Mali sont ici à Bamako, mais ce ne sont pas des écoles publiques, ce sont des écoles privées. Donc la privatisation, entre guillemets, de la qualité d'enseignement au Mali est un défi aussi. Je pense que toutes ces questions-là, facteurs-là rentrent en ligne de compte par rapport à la question relative aux inégalités sociales et économiques de notre pays. Donc, la récréation des services sociaux de base. C'est pour cela que vous allez voir aussi au Mali, on nous dit le principe de l'égalité, que devant une structure publique, l'égalité devant les services publics. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement, si je m'en vais devant un service public pour avoir le même dossier, et X aussi vient pour avoir le même dossier, on doit être traité au même pied d'égalité. Donc, toutes ces questions-là doivent être prises en compte pour une meilleure cohésion sociale. Il n'y aura jamais de sécurité au Mali. Madame, je vous dis bien, je me répète, il n'y aura jamais de sécurité au Mali si on ne parvient pas à minimiser ces questions-là. Donc, il faut que les meilleures écoles au Mali soient des écoles publiques. Il faut que les meilleurs hôpitaux au Mali soient des hôpitaux publics. Il faut permettre aux Maliens qui se trouvent à Gao, à Ségou, de faire son choix par rapport à l'accès aux services sociaux de base. Qu'ils ne soient pas obligés de venir à Bamako pour se soigner, qu'ils ne soient pas obligés de venir à Bamako pour accéder aux meilleures écoles, qu'ils ne soient pas obligés de venir à Bamako pour avoir un emploi. Donc cela doit être valable pour toutes les régions du Mali. Il n'y a jamais de lutte contre l'insécurité si ces facteurs-là ne sont pas maîtrisés par les gouvernants. Mais juste ce petit aspect concernant les écoles, concernant l'éducation, docteur Camara, j'ai envie de vous dire, vous êtes enseignant, vous savez très bien où les enfants de nos gouvernants sont, et ce n'est pas un secret aujourd'hui, bon, je peux le dire. Les enfants de nos gouvernants sont dans des écoles UP, les écoles privées. Et en plus, même écoles privées, il y a des catégories. Il y a écoles privées du quartier, il y a écoles privées de grande élite qui, l'année scolaire, s'évalue à des millions. Et c'est pas un secret aujourd'hui. C'est pas un secret où on sait très bien que c'est pas seulement propre au Mali, hein, d'ailleurs. Je ne vais pas juste mettre le point sur le Mali, c'est carrément dans tous les pays africains. C'est en Afrique qu'on voit où les ministres, ils ont des enfants dans des écoles à des coûts de millions. Tant que l'école publique n'a pas, le ministre ne met pas son enfant ou le président de la République ne met pas son enfant dans l'école privée, l'école privée restera toujours quelque part un peu désavouée. Ah, c'est tout. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est quand même, et c'est aussi valable aussi que dans le domaine de la santé. C'est quelque chose qu'on retrouve de façon assez fréquente. Mais comme il a si bien dit, tant que cela ne va pas se décentraliser et qu'il y ait l'accès équitable dans toutes les régions du Mali, et c'est valable aussi par rapport à la présence sécuritaire aussi. Tant qu'il n'y aura pas cela réellement, on ne peut pas parler. Regardez juste ces déplacés qui sont à Bamako. Ils n'ont pas, pour la plupart, ils n'ont pas d'emploi. Leurs enfants, ils ont accès à quelle école? Ils ont quelle sécurité alimentaire? Ils vivent dans quelles conditions? Il me semble assez évident quand même que cette question... Les inégalités sociales sont quand même assez... Franchement, je pense qu'elle est assez documentée même. D'accord, on va essayer de voir tout ça de très près. Voilà, je pense que les travaux se terminent à la fin de ce mois. On va suivre ce qui va en sortir de ce fameux document. Voilà, ce document. Et surtout son application. Et surtout son application, effectivement. Merci beaucoup pour vos éclaircissements par rapport à ça. On va prendre notre dernier sujet, voilà, qui nous intéresse beaucoup et qui est toujours en rapport avec tout, parce que finalement, c'est cela qui constitue le sacré saint. Je pourrais le dire, hein. Peut-être monsieur docteur Camara me le dira. Il s'agit des constitutions, les constitutions. Voilà, les constitutions. On aimerait bien comprendre davantage parce qu'on est perdu plusieurs fois. Docteur Camara l'a évoqué ici, la constitution, les constitutions, les lois, voilà l'Assemblée nationale, c'est un fourre-tout. C'est pas par manque d'avoir essayé de lire et relire certains sujets et certains documents, mais il est toujours bien de pouvoir le rappeler, surtout dans un pays qui traverse une crise multidimensionnelle. C'est quand même crucial de pas de le maîtriser, mais quand même d'en avoir assez connaissance. Docteur Camara, c'est quoi les constitutions? Alors,
La Constitution d'abord. La Constitution. La Constitution d'abord est la loi fondamentale. C'est-à-dire, au Mali, on est une république. Une république, c'est la Constitution qui détermine comment le Mali est organisé. C'est la Constitution qui détermine, qui fixe les droits et les devoirs des citoyens. C'est la Constitution qui fixe le mode de désignation du président de la République et les pouvoirs du président de la République. C'est cette même Constitution qui fixe les pouvoirs du pouvoir législatif. C'est cette même Constitution qui dit comment les parlementaires qui sont les députés sont désignés. Donc la Constitution, c'est un ensemble de textes de droit qui précise comment le pays est gouverné et quels sont les droits et les devoirs des citoyens. Et aujourd'hui, la place et le rôle de notre constitution actuelle du Mali. Alors, on connaît au préalable sa place, son rôle, mais aujourd'hui, est-ce qu'elle remplit pleinement son rôle? Alors, la Constitution, comme je l'ai dit, c'est les textes de droit. L'actuelle Constitution est composée de 191 textes, articles. Alors, si on essaie de faire l'histoire constitutionnelle du Mali, le Mali est à sa 4e constitution. La première constitution date du 22 septembre 1962, la deuxième constitution du 2 juin 1974, deuxième constitution 25 février 1992, et l'actuelle constitution qui crée la 4e République date du 22 juillet 2023. Alors, le véritable rôle de la constitution, c'est de fixer, c'est de dire clairement, noir sur blanc, les droits et les devoirs des citoyens, et c'est de fixer le régime politique. Ça, c'est les grandes lignes, ou c'est de dire la nature de notre République. Dans notre Constitution, la nature de notre régime politique est fixée dans notre Constitution. Notre Constitution, le régime politique veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement les rapports qui existent entre les pouvoirs. Ces rapports-là sont déterminés par la Constitution, ce qu'on appelle le régime politique. Alors, quel est le rapport qui existe entre le pouvoir exécutif? Le pouvoir entendu par le pouvoir exécutif, le président et le gouvernement sont le pouvoir exécutif. De l'autre côté, nous avons le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif prévu, si on s'en tient à la nouvelle constitution prévoit la création de 2 chambres. C'est-à-dire, le Mali va vers le bicaméralisme, c'est-à-dire qu'on aura 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais si on regarde aujourd'hui dans la pratique, on n'a pas... Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui que la dernière constitution que vous venez évidemment d'évoquer ici est déjà en application? Elle est déjà en application depuis le 22 juillet 2023. Mais il faut faire extrêmement attention par rapport à cette question, parce que d'aucuns vont vous dire qu'elle n'est pas encore en application totale. D'autres vont vous dire qu'elle n'est pas en application, d'autres vont vous dire qu'elle est en application partielle. Mais moi, je répondrai qu'elle est en application depuis le 22 juillet 2023. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les droits et les libertés et les droits fondamentaux de nos concitoyens, de nous, vous et moi, c'est-à-dire la liberté d'expression, ce qu'on est en train de faire, tout cela sont garantis par la Constitution. La liberté d'aller et revenir, tout cela sont... Mais la précédente aussi, la garantie, c'est déjà... Même Comment? si on reste... La précédente aussi est la garantie, même si on reste dans la précédente. Oui, mais la précédente n'est plus en vigueur. Du moins qu'on a une nouvelle Constitution, la précédente de là, elle est morte. Donc je parle de celle qui est en vigueur actuellement, elle est en vigueur. Maintenant, on peut toujours discuter de si elle est en vigueur, si elle est appliquée de façon totale ou de façon partielle. Parce que d'aucuns vont dire que parce qu'elle n'est pas appliquée de façon partielle, ils vont dire tout simplement que parce qu'il y a des dispositions qui sont prises par cette Constitution qui ne sont pas encore appliquées, notamment la question relative au président de la République. Parce que cette nouvelle Constitution, en son article 45, dit clairement que le président de la République est élu au suffrage universel. Alors, ceux qui nous gouvernent actuellement, le président de la transition n'a pas été élu au suffrage universel. Alors, d'aucuns vont vous dire encore que le membre du Parlement
actuellement, le Parlement du Mali, c'est le CNT. Les membres du Parlement doivent être élus au suffrage universel. Or, les membres du CNT n'ont pas été élus. Donc ça, c'est le débat doctrinal qu'on peut continuer, même ailleurs, avec d'autres intellectuels par rapport à cette question. Mais moi, à mon sens, je dis qu'il y a une application déjà qui est là, qui peut être considérée comme application partielle. Une question des citoyens, par exemple. Il y a certains citoyens qui disent clairement que la Constitution est purement violée depuis. Actuellement. Oui. Alors, par rapport à cette question de la violation de la Constitution, c'est un sujet très sensible. Je poserai la question est violée sur quel plan? Est-ce qu'elle est violée parce que les partis politiques ont été dissous? Exactement, déjà. Oui. Les partis politiques ont été dissous, ils sont allés faire un recours et le recours a été rejeté, ainsi de suite, ainsi de suite. Et normalement, la mise en application de la nouvelle constitution, c'est après l'élection présidentielle libre et transparente. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut rappeler aussi que la constitution de 92 a été appliquée aussi avant l'élection du président de la République. Parce que le président de la République a été élu après. C'était quelques mois après l'adoption de la constitution de 92. Parce que la constitution de 92 a été adoptée et a entré en vigueur le 25 février 92. Or, le président est entré en fonction, je pense qu'à partir du mois de juin 92. Donc, ce n'est pas de dire que la Constitution, il faudrait attendre que le président soit élu. Ça, c'est d'autres débats. Mais je pense que la question relative à la violation de la Constitution aujourd'hui, et les partis, d'abord, la première question, c'était par rapport à la charte des partis politiques qui a été abrogée, un projet de loi portant l'abrogation de la charte des partis politiques. Ça, ce n'est pas une violation, parce que quand on regarde la Constitution donne l'autorité au pouvoir exécutif de faire un projet de loi qui sera soumis à l'appréciation du Parlement, n'est-ce pas, par rapport à la modification d'une loi ou par rapport à l'abrogation d'une loi. Donc la procédure était normale. Mais par rapport à la question de la dissolution des partis politiques, dans cette procédure-là, on peut considérer que la Constitution a été violée. Parce que toutes les questions relatives aux partis politiques, conformément à la Constitution du Mali, en son article 39, précise clairement que toutes les questions relatives au fonctionnement, au vie des partis politiques, doivent être gérées par une loi. Or, les partis politiques ont été dissous par un décret. Donc, la loi, elle est supérieure au décret. Donc, il y a ce qu'on appelle le non-respect à l'hiérarchie des normes par rapport à ce niveau. D'accord, merci beaucoup, docteur. Moi, j'ai quand même un point là-dessus parce que pour moi, le problème, c'est aussi le fait que c'est partiel. On ne sait pas où c'est partiel. Cette partialité-là, on a l'impression que elle est prise comme ça en fonction des besoins. On ne sait pas qu'est-ce qui est dans la Constitution qu'on va appliquer à l'avance. On ne le sait pas. Qu'est-ce qu'on va pas appliquer à l'avance? On ne le sait pas. Par rapport à la violation, par exemple, dans la Constitution du Mali, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le président de la République doit être élu à partir d'élections. Oui. Tel n'est pas le cas. Donc, est-ce que ça veut dire que le pouvoir en place n'est pas légitime? Parce que c'est aussi ça la question que posent souvent certains citoyens. Est-ce que donc, on ne doit pas définir dans ce cas, bon, dans la Constitution, tel article soit en vigueur et tel article ne soit pas en vigueur? Est-ce que finalement, ça a même un sens si on doit arriver à ça, de dire que tel article soit en vigueur et tel ne sont pas en vigueur? Alors, par rapport à la question de la légitimité du président de la République, le président de la République actuel est légitime. Mais il y a une autre forme de légitimité qui lui manque, ce qu'on appelle la légitimité rationnelle, qui est la meilleure de toutes les légitimités. La légitimité rationnelle, comment on l'acquiert? C'est à l'issue des élections. Parce qu'il bénéficie aujourd'hui, si on appelle une légitimité populaire. Il y a des citoyens maliens qui soutiennent cette transition. Donc, du point de vue populaire, on peut pas dire qu'ils sont légitimes. Mais il manque ce qu'on appelle la légitimité rationnelle. Pour l'avoir, il faut organiser les élections. Donc, je disais toujours, au départ, que par rapport à l'application de cette constitution est en débat. Mais en mon sens, on a une constitution, parce que l'ancienne constitution, celle de 92, n'avait pas été suspendue lorsqu'ils arrivaient au pouvoir, lorsque le président Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé par un coup d'État. Donc elle est restée en vigueur, elle a été accompagnée par une charte. Donc cette charte là est actuellement, et après, ils ont décidé de convoquer un référendum pour demander au peuple
de faire un choix. De faire un choix entre oui et non. Le peuple a majoritairement voté oui. Donc la procédure de rentrer en vigueur de la Constitution, entre guillemets, a été respectée à mon sens. Docteur Camara, quelle est la nécessité aujourd'hui, parce que beaucoup de citoyens se demandent cela, quelle est la nécessité aujourd'hui de conserver la charte de la transition, du moment qu'il y a une constitution? Alors, la charte, les autorités actuelles, les deux organes de la transition tiennent leur autorité à partir de la charte de la transition. À mon sens, si cette charte n'est plus en vigueur, cela veut dire que les deux organes ou les trois organes de la transition tombent automatiquement. Parce que leur légitimité ou leur légalité est liée à la charte de la transition. Parce que si on s'en tient à la Constitution, le président actuel, la Constitution dit clairement que pour être président en République du Mali, en son article 45, il faut participer aux élections qu'on appelle l'élection du président de la République et il faut avoir recueillir ce qu'on appelle la majorité absolue. C'est un scrutin majoritaire à deux tours. Il n'a pas été désigné aux élections présidentielles et les membres de CNT n'ont pas été élus. Donc leur légitimité ou leur légalité entre guillemets est liée à la charte de la transition. Donc la charte est leur garant. Donc si la charte tombe aujourd'hui, du point de vue juridique, ces deux institutions tombent avec. C'est pour cela que la charte est maintenue. Et il y a ce qu'on appelle une cohabitation entre la Constitution et la charte. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tant que la charte est là, le Mali peut rester un temps de manière assez longue. On va imaginer 10 ans, 20 ans sans élection présidentielle. C'est toujours légal. Non, ce n'est pas légal. En principe, aujourd'hui, la transition, l'esprit même de la transition, c'est de quitter un point A pour aller à un point B. Ça doit être une période courte. C'est ça la transition, transiter. Mais malheureusement, du fait qu'il y a ce qu'on appelle la conjoncture sociopolitique est très très complexe, dont les autorités de la transition ont décidé d'augmenter. On est parti de 18 mois, après 2 ans, après 3 ans, 4 ans, bientôt 5 ans. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'idéal, c'est de faire en sorte que les acteurs politiques, les anciens acteurs politiques, les anciens partis politiques, la société civile et les autorités actuelles se retrouvent pour voir dans quelle mesure nous pourrons organiser les élections libres et surtout les élections inclusives pour faire en sorte que même les Maliens qui sont en exil ou qui ont été arrêtés à cause de leur opinion politique puissent participer à l'organisation de ces élections, les élections générales, l'élection du président de la République et les élections des législatives. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'un des éléments fondamentaux pour la relance de notre système démocratique. Donc, il faut que ça se fasse sur l'inclusivité et surtout sur la transparence. Il faut permettre aux citoyens maliens, même ceux qui sont à l'exil, de participer. C'est ce qui a permis, vous vous rappelez très bien, en 1994, ce qui a permis à l'Afrique du Sud de devenir un modèle démocratique parce qu'on a permis à tout le monde, ceux qui étaient en exil, ceux qui étaient en prison, de participer, dont le président Nelson Mandela. Donc, il y a beaucoup de modèles que le Mali peut s'inspirer par rapport à la consolidation de notre système démocratique. On ne peut jamais consolider un système démocratique s'il y a certaines franges qui sont considérées comme les mauvais citoyens ou d'autres sont brandis comme les bons citoyens. Donc, je pense qu'il faut aller sur la base de l'inclusivité, permettre aux anciens acteurs politiques, je dis bien les anciens acteurs politiques, il s'agit de qui? Il s'agit des partis politiques qui ont été dissous et il s'agit des gens de la société civile et les autorités actuelles de se retrouver, qui est ce qu'on appelle un seul mot d'ordre. Comment faire en sorte pour qu'on puisse aller vers l'organisation des élections générales, inclusives et transparentes. D'accord. Il y a aussi cette petite incompréhension sur l'aspect politique de notre gouvernement aujourd'hui. Le président de la transition, c'est pas un homme politique, mais il a quand même certaines fonctions politiques qu'il mène. Comment c'est compréhensible cet aspect de régime politique, peut-être de cette gouvernance? Pourtant, les activités à caractère politique et la suspension même des activités des partis politiques est effective. Oui. Comment expliquer ça? Alors, le président, conformément aux lois, aux différentes lois qui organisent la vie politique,
la Constitution, qui est la loi fondamentale, et la loi électorale relative aux élections, précise clairement qui peuvent être les acteurs politiques au Mali. Parce qu'il n'y a plus les chartes des partis politiques. Donc on va s'en tenir directement à la loi fondamentale qui est la Constitution et la loi électorale. Donc il y a les deux espaces. Il y a ce qu'on appelle la société civile est un espace à part et il y a l'espace politique. Même actuellement, s'il n'y a plus d'espace politique, compte tenu de la dissolution des partis politiques. Maintenant, l'espace civil qui se trouve dans cet espace civil, c'est les acteurs de la société civile. Ils sont qui? C'est les syndicats, les associations, c'est les personnes. En principe, tel n'est pas au cas au Mali. Ça crée beaucoup de confusion. Parce que la doctrine dit clairement que tous les États, je me rappelle lors d'un voyage en Europe, un professeur me disait tout en allemand, que quel est le problème de gouvernance de votre pays? Moi, je lui ai répondu tout simplement parce qu'on n'a pas su séparer les deux espaces. L'espace civil, c'est qui se trouve dans l'espace civil? L'espace civil, c'est vous et moi, les associations, vous et moi. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas membres des partis politiques. Nous sommes issus des entreprises publiques ou privées, donc nous sommes syndiqués par d'autres personnes. Donc on est membre de l'espace civil. Notre rôle, c'est quoi? C'est d'influencer les pouvoirs publics. Lorsque notre profession, comment on appelle, se trouve dans une situation qui n'est pas confortable, menacée, on peut revendiquer, n'est-ce pas, à travers des mots de grève, à travers des manifestations. C'est l'espace civil. Maintenant, l'espace politique est uniquement les gens qui sont membres des partis politiques ou les gens qui ont vocation à soutenir la candidature de quelqu'un ou des sympathisants des partis politiques. Vous remarquez tout de suite qu'il n'y a pas de porteurs d'uniforme, madame, ni dans l'espace civil, ni dans l'espace politique. Les porteurs d'uniforme doivent avoir une position neutre. C'est pour ça que dans les grands États, vous ne verrez jamais un porteur d'uniforme ministre ou ambassadeur, dans la plupart des grands États. Parce que si un porteur d'uniforme décide d'aller dans l'espace civil, automatiquement, ipso facto, il doit démissionner de l'armée. S'il décide d'aller dans l'espace politique, automatiquement, il doit décider de démissionner officiellement de son poste de militaire. Donc, toutes ces questions de non-séparation de ces deux espaces-là créent beaucoup de confusion dans notre pays. C'est pour cela, très généralement, vous allez voir que l'armée reste au Mali, entre guillemets, la seule institution la mieux organisée. C'est pour cela, à chaque fois qu'il y a des rapports de force entre société civile et partis politiques par rapport à la question de gouvernance au plus haut sommet de l'État, l'armée vient tout de suite prendre le pouvoir. Parce que les autres ne parviennent pas à s'attendre. Sont les présidents ivoiriens Boubacar Keïta les a proposé beaucoup de compromis de sortie de crise, mais ils l'ont refusé. Donc, ça veut dire tout seulement s'ils étaient ensemble dans le cadre du mouvement M5 et autres, ils n'étaient pas d'accord pour être ensemble. Le mouvement, le groupe qui était déjà mieux organisé qu'eux, c'est ce groupe-là qui a pris le pouvoir. Ça a été le cas en 1968, ça a été le cas en 1991, ça a été le cas en 2012, ça a été le cas en 2020. Donc, à chaque fois que les gens de la société civile ou les partis politiques se retrouvent sur la place publique pour critiquer le régime en place, le régime en place demande toujours de venir discuter avec lui et refuse des compromis. Or, depuis 1968, c'était des obstacles qu'à travers tout simplement des compromis, on pouvait s'y passer le coup d'État de 68. 1991, c'était des obstacles de démocratisation dont le président Moussa Traoré a refusé. En 2012, c'était aussi des obstacles relatifs à la sécurité dont le président n'a pas su répondre efficacement à ces questions. En 2020, c'était des obstacles relatifs à la cherté de la vie, relatifs à l'insécurité dont le président en place n'a pas su donner des stratégies de sortie de crise. Ça a abouti à quoi? Des coups d'État. Donc je pense qu'aujourd'hui, que l'ère n'est pas d'aller vers le coup d'État, l'ère est d'aller vers des stratégies permettant de consolider notre système démocratique. D'accord. Ah, c'est tout. Peut-être une dernière question. Non, mais bon, en fait, il y a quand même une petite question que on me pose quelquefois. C'est que dans la constitution du Mali, on voit le drapeau du Mali, c'est vert, or, rouge. Alors que on enseigne tout le temps aux enfants vert, jaune, rouge. On a bien compris que le vert c'était la verdure, le jaune c'était l'or et le rouge c'était le sang. Mais pourquoi mettre dans la constitution vert, or, rouge au lieu de vert, jaune, rouge?
Alors, l'esprit, c'est ça, c'est l'emblème du Mali. L'emblème du La Mali. Constitution, c'est l'emblème, c'est notre référence, notre couleur nationale. C'est ce qui détermine quand vous êtes à l'étranger, le Mali aux pays. autres. Si on est sur le plan international, c'est cette couleur qui fait la différence entre nous et les autres. La différence entre notre couleur et notre drapeau, celui du Sénégal, c'est l'étoile. Pour le Sénégal, il y a une étoile au milieu. Alors, or, au départ, les pères fondateurs du Mali, c'est comme ça qu'ils l'avaient dénommé, vert, or, rouge. Mais quand le président Modibo Keïta a été renversé, d'après les informations que j'ai pu recevoir auprès de certains historiens maliens, le gouvernant au pouvoir en 1968, Moussa Traoré et ses compagnons, et certains enseignants au Mali disaient que or, jaune, qui signifie là la même chose, que ce n'est pas la peine de dire vert, jaune et rouge. Or, en réalité, l'esprit et l'appellation véritable de notre emblème, c'est vert, or, rouge. Voilà. C'est ça. Mais nos citoyens ne savent pas ça. Les citoyens ne savent pas ça, c'est là. Et c'est grave quand même pour un pays que ces citoyens ne savent même pas l'emblème de notre pays. Exactement. Ça doit être enseigné partout parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On est l'un des pays de la sous-région là où il y a beaucoup de choses qui se passent que les gens ne savent pas. Ouais. Même les grands intellectuels. C'est dangereux ce que vous venez de dire, ça fait peur. Mais c'est pourquoi la question, justement, parce que c'est extrêmement important. Les étudiants à la faculté me posent certaines questions que leurs parents leur demandent, que monsieur, voilà, il faut demander à votre préposé, est-ce que c'est comme ça ou c'est comme ça. Or, en réalité, l'État a des moyens d'information, des armes d'information très importantes. La télé, et il y a le journal d'État, l'essor. Donc, la télé, pourquoi ne pas organiser chaque jour des informations, des sketchs permettant de dire, ou à l'école, à tous les citoyens permettant de dire, voilà les couleurs, l'emblème du Mali. Ce n'est pas, c'est vert, ce n'est pas or, ce n'est pas jaune, mais c'est or. En tout cas, c'est ce qui est dans la Constitution. C'est facile à passer, madame. Vraiment. C'est très facile. Donc, je pense que c'est les outils d'information que nous avons, que nos États ont, mais qui ne parviennent pas à mettre ça en exergue. En tout cas, merci beaucoup, docteur Camara. Je pense qu'on a été très, 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 très bien édifiés. C'est tout, ça va. Vous êtes à point concernant la Constitution malienne. Oui, tout à fait. C'est comme il a dit, je voulais quand même me rassurer de cette information parce que c'est extrêmement grave que tous les jours j'ai souvent ce débat-là avec certains citoyens et il y en a qui sont prêts à me battre, dire que non, il faut que j'arrête de mentir. Mais alors que c'est tout simplement dans la Constitution. Exactement. C'est dommage. Exactement. Aujourd'hui, il y a un phénomène quand même, j'en profite parce qu'on parle du drapeau, il y a un phénomène de l'hymne national. L'hymne national, je vous avoue que les Maliens aujourd'hui, beaucoup ne savent pas chanter l'hymne national. Oui. C'est quand même un gros problème. C'est un gros problème. C'était la première des choses qu'on faisait à l'école. Oui. À l'époque, avant de rentrer en classe, tout le matin était sous le drapeau et puis aujourd'hui, ça devient un moment très, très, très disparate. Les Maliens ne savent pas chanter leur hymne national, pire encore au niveau de la diaspora. Je pointe pas de manière négative la diaspora, mais j'espère que les ambassades m'écoutent ou nous écoutent et ils feront ce qu'il faut. Parce que la diaspora aujourd'hui, moi j'ai rencontré des Maliens d'une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, qui ne savent pas chanter l'hymne national malien. Je me dis, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Quand on est dans un pays, évidemment, on va chanter l'hymne national du pays parce que c'est celle-là qu'on écoute fréquemment, mais je pense que dans l'éducation aussi, pour notre culture, pour aussi l'esprit de patriotisme, ça commence toujours par ces symboles de l'État. Oui. Et dont l'hymne national en fait partie. Voilà, donc merci beaucoup, docteur Jean-François-Marie Camara. Merci. Et j'espère que c'est pas la dernière fois. C'est une première sur notre plateau et j'espère pouvoir vous voir encore ici une autre fois. Il est enseignant, chercheur en sciences politiques à la faculté des sciences administratives et politiques. Docteur Camara, merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Soyez la bienvenue pour la prochaine fois, j'espère bien. Déjà. C'est tout. Je passe bien le message parce que ça a été clair, limpide, sans s'accroche, on dira. Madame Diallo Assetou Camara, journaliste. Je ne suis pas Camara, par contre. Non, plutôt Diarra.
Monsieur Camara, il va falloir revenir, sincèrement. Madame Diallo Assetou Diarra. Voilà. On va y arriver. À nouvelle du Mali. Oui. Le fact-checking, ça continue toujours. Ça continue, Il faut justement. Tout à l'heure, c'est ce que je regardais, juste avant de rentrer, justement, ces derniers temps, vers le 27 mai, passé, là, en 2025, là, il y a eu des vidéos qui circulaient où on voyait d'un camion, des personnes sortir, qui étaient cachées dedans, exact. Qui sortaient. On a dit que oui, voilà, ils sont en train de manigancer contre l'AES. En fait, il n'en est rien du tout. Ce sont des images qui nous viennent de la Mozambique et ce sont des Pakistanais qui étaient dans ce camion et c'était pas du tout dans les pays. La migration de manière irrégulière. Exactement, voilà. Et ça n'avait rien à voir avec les pays de l'AES. Donc, faites très attention. Tout n'est pas vrai. Il y a beaucoup d'intox. Merci beaucoup. Et surtout qu'il y a beaucoup de propagande. Hein. C'est vraiment l'arme aujourd'hui. On parle d'infos, mauvaises informations, mais il y a aussi ce qu'on appelle la propagande. Donc, c'est très souvent utilisé par nos États, hein, histoire de booster un petit peu de flou et les populations. Donc, gare aussi à l'effet propagande dans nos États. Tout à fait, mais ça a été aussi le cas dernièrement, quand il y a eu des échos comme quoi la Turquie avait cessé de fournir le Mali en truc. Forcément, de l'autre côté, ils ont cru que c'était facile pour eux maintenant de mener des attaques, mais on a vu la riposte qu'a fait nos FAMA dans certaines localités. Donc, bien sûr, chacun de son côté essaie un peu de tirer sur ça. C'est ça, l'information est devenue une arme et tout le monde s'en sert. Ouais. C'est ça. Merci beaucoup, encore une fois, Docteur Camara, Madame Assetou Diarra. Voilà, merci d'avoir fait ce décryptage et pouvoir avoir beaucoup d'éclaircissements pour nos téléspectateurs. C'est la fin de notre entretien du jour. J'espère qu'il a été toujours brut, comme vous l'aimez si bien. On s'est dit à la prochaine. Restez sur les ondes de Mandé TV. Allez-y sur nos pages YouTube, Facebook. Mandé TV, reflet du Mali. À la prochaine.